nom est Teddy Roux, je suis le directeur Afrique de l'Ouest de ESP. À ESP, nous avons pour mission de construire le secteur privé, d'accompagner les entrepreneurs à travers le continent. Nous le faisons en sélectionnant des entrepreneurs qui ont du potentiel et en essayant de leur apporter ce que l'on appelle le capital intelligent, qui est le juste mix d'assistance technique et de financement adapté à leurs besoins. Je répète, assistance technique et financement adapté à leurs besoins. On a parlé de concept aujourd'hui, on a parlé de compétitivité, de développement du secteur privé. On souhaiterait revenir avec cette session et avec les 4 panélistes que nous avons, qui sont des spécialistes de la finance, chacun dans leur domaine respectif, recentrer un peu sur le cœur, un peu essayer d'avoir une conversation un peu plus concrète sur des sujets qui nous parlent en tant qu'entrepreneurs. Spécifiquement, on parle d'assistance technique, de quel type d'assistance on a besoin. On va parler de financement, des enjeux du financement. Quels sont ces enjeux? De quoi est-ce que les entrepreneurs d'ici et d'ailleurs ont besoin afin de pouvoir de transformer les opportunités, et il y en a beaucoup, de l'environnement dans lequel nous sommes, en potentiel, en profit, en croissance partagée. Je pense que c'est un terme aussi, on parle beaucoup d'inclusivité. Donc je vais demander à Madame Kadi Fadiga de nous rejoindre. Tu peux t'asseoir au bout. Oui. Stan Zézé. Jean-Luc Conan, groupe Cofina. Et enfin, Monsieur Youssouf Fadiga de la BNI. Je pense qu'on peut s'asseoir, à moins que vous souhaitez rester debout. Pour commencer, pardonnez-moi, je vais prendre mes notes, mon petit cheat sheet. Juste 30 secondes, pardon. Que ça me reconnaisse. Alors nous avons autour de ce panel des spécialistes, encore une fois, chacun dans leur domaine respectif, des enjeux liés au financement des entreprises, des PME, mais pas que. Des spécialistes qui ont eu l'opportunité, avant d'exercer leur métier en Côte d'Ivoire, d'avoir des carrières, d'avoir exercé ailleurs, d'avoir accompagné beaucoup d'entreprises sur les enjeux du financement. La première question que je voulais vous poser, peut-être déjà en guise d'introduction, on termine, apparemment Juliette m'a fait comprendre que c'était un sujet qui est très attendu, ça tombe bien parce que c'est un sujet qui nous passionne tous et qui nous parle particulièrement. On souhaiterait avoir une conversation la plus franche, de sortir des sentiers battus. On est un peu tous fatigués d'aller dans les panels et forats de financement des PME. Dites-nous s'il vous plaît des choses que nous ne savons pas. Éclairez-nous. Donc je vais commencer par vous demander déjà, vous avez tous bougé, vous avez des carrières derrière vous. Qu'est-ce qui vous a poussé à poser vos valises en Côte d'Ivoire? Je ne parle pas du côté personnel naturellement, je pense que pour nous autres qui sommes en partie ivoiriens ou sommes d'ici, il y a les enjeux personnels, mais en termes d'opportunités, quelles sont ces opportunités que vous avez identifiées et en gros, pourquoi vous êtes là, pourquoi vous avez fait le choix de revenir? Donc on n'est pas gender balance malheureusement, donc on va quand même commencer par la seule dame parmi nous et pas la moindre, Kadi. Merci et bonjour à tous. Je dirais que je me souviens, en fait, après mon parcours sur 3 continents et dans une dizaine de villes où j'ai étudié et travaillé, j'avais toujours à l'esprit de pouvoir apporter les outils, les idées, les concepts que j'avais vus ailleurs. Ces concepts-là, bien sûr, étaient culturels, parce que dans chaque pays et dans chaque environnement économique, la culture est très importante. Mais j'avais envie de rentrer chez moi et de pouvoir développer ces concepts-là à la couleur ivoirienne. Et surtout, de pouvoir apporter ma contribution. Ne pas être dans un environnement déjà complètement développé et être comme un robot, mais plutôt venir créer des choses chez moi. Donc moi, c'était essentiellement cela. Merci Kadi. Passer la parole peut-être à Youssouf. D'accord, merci bien. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, je vois que certains ont leur miel. Moi aussi, j'ai le mien, mon stick de miel. Bon, je ne sais pas où je l'ai déposé, mais en tout cas, je l'ai. Alors, en ce qui me concerne, il faut dire que moi, je suis un pur produit de l'éducation nationale de Côte d'Ivoire. Je suis allé au lycée scientifique à Yamoussoukro, donc j'ai toujours baigné dans un environnement, j'ai envie de dire, public, puisque c'est une éducation qui est financée par l'État. Ensuite, j'ai eu une bourse d'excellence pour aller en France, où j'ai travaillé. Ensuite, je suis allé aux États-Unis. J'étais en banque d'affaires, mais j'ai toujours voulu redonner
à la Côte d'Ivoire ce que le pays m'a donné. Et donc, c'était toujours ça mon ambition. Et puis, j'étais assis, j'ai envie de dire, confortablement en banque d'affaires à New York, lorsqu'à l'époque, le ministre du budget, qui est actuellement secrétaire général de la présidence, Abdourahmane Cissé, m'a fait appel pour qu'on puisse travailler ensemble sur les questions liées à la gestion des entreprises publiques. Donc, j'ai trouvé que c'était un bon moyen de revenir et puis de commencer justement à apporter à mon pays ce que mon pays m'a toujours apporté. Donc, voilà un peu comment est-ce que je rentre. Et puis, on a fait pas mal de petites réformes, des grandes réformes. Et voilà un peu globalement les raisons pour lesquelles je suis rentré. Merci Youssouf. Je vais peut-être passer la parole à Stan et Jean-Luc ensuite, en vous demandant peut-être d'insister aussi sur le côté opportunité. Quelles sont certaines des opportunités que vous aviez perçues à l'époque ou que vous percevez aujourd'hui? Alors, je crois que c'était ça mon propos, hein. Je suis rentré dans une optique très capitaliste, hein. J'étais à Banque mondiale à Washington, donc pendant mes tournées en Afrique, je me suis rendu compte que l'Afrique avait que des opportunités. Vu le retard que nous avons accumulé depuis les indépendances, tout est à faire. Donc il n'y avait que des opportunités. Il fallait trouver une opportunité et la transformer, justement, si vous voulez un potentiel, et transformer ça en opportunité réelle d'emploi, de création de valeur, de création de richesse. Donc l'idée, c'était d'identifier une opportunité. Et ce que j'ai fait d'ailleurs, j'ai identifié le gap qu'il y avait entre les pourvoyeurs des capitaux et les demandeurs des capitaux. Donc cette asymétrie d'information, il fallait la combler. Et j'ai réfléchi et je me suis dit, je crois que l'outil d'excellence qui pourrait justement combler ce gap, c'est la notation financière. Donc j'ai créé la première agence de notation financière d'Afrique francophone. Ça fait 14 ans qu'on existe. Aujourd'hui, nous sommes sur tout le continent et aussi en Europe pour montrer que justement l'expertise africaine peut s'exporter. Ce que nous notons en France et nous notons en Angleterre et maintenant en Italie. Merci Stan. Jean-Luc? Oui, merci. Ben, un petit peu dans le même sens, hein. Moi, en fait, j'ai commencé à travailler en banque en France, à BNP, et je me suis dit en fait que il fallait revenir toucher un petit peu aux réalités locales. Et toucher aux réalités locales, je savais que je voulais être entrepreneur, que j'allais le devenir. Et en étant trop loin, on est souvent déconnecté de ce qu'on appelle le terrain. Donc il a fallu d'abord rentrer, continuer à travailler pour des multinationales qui sont toujours présentes, mais qui ont une réalité un peu différente. Ensuite, travailler dans mon secteur pour des banques panafricaines qui sont aussi sur le terrain pour s'acclimater un petit peu à la culture locale. Et je ne dirais pas la Côte d'Ivoire spécifiquement parce que j'ai travaillé plus dans d'autres pays africains qu'en Côte d'Ivoire. Et une fois que j'ai fini ça, je me suis dit, voilà, là, je suis prêt pour pouvoir lancer quelque chose, mais quelque chose de différent qui profite aujourd'hui à la réalité de nos économies. Et c'est comme ça qu'on a commencé il y a 8 ans à parler de la mésofinance qu'on ignorait avant, qui était en fait le financement de ces entrepreneurs qui sont devenus trop importants pour la microfinance classique, mais qui sont toujours pas assez formels ou structurés pour intéresser la banque traditionnelle qui a son utilité au demeurant. Et c'est comme ça qu'on s'est lancé. Au début, on nous a dit que c'était impossible, qu'on n'y arriverait pas. Et on n'a vu que des opportunités parce que justement, on avait en face des opérateurs qui avaient un raisonnement et un mode de fonctionnement différent de celui qui était demandé. Moi, j'ai été formaté à demander systématiquement à mes clients, j'ai besoin de vos 3 derniers états financiers audités. Par définition, ils n'en ont pas. Comment on fait? On a lancé, on est présent dans 9 pays aujourd'hui. On a pu financer 130 000 clients pour plus d'1 milliard d'euros au cours des 5 dernières années. Et 60% de ces clients accédaient pour la première fois à un financement formel. Et c'est ça la différence réellement qu'on a pu noter. On voulait faire quelque chose de différent. Et une fois de plus, je dis tout le monde a son utilité parce qu'une bonne partie de ces clients, on a à peu près 10 à 15% qui chaque année montent en banque justement parce qu'on a pu les formaliser. Donc voilà à peu près ce qu'on fait. Merci infiniment Jean-Luc. J'ai entendu ce matin ce concept de banque qui tutoie les entrepreneurs, la banque des entrepreneurs. Je suis désolé de te poser la question on stage, ça m'a toujours beaucoup intrigué, mais tu te définis plus comme entrepreneur ou banquier? Avec toute l'admiration que j'ai pour ton parcours, je me permets de te poser la question. Sans aucun doute, hein. Vous savez, pendant que j'étais banquier, pendant que je travaillais, moi j'ai créé cette société. Il y en a 5 qui ont fait faillite, il y en a 2 qui ont plus ou moins vivoté jusqu'à ce que je trouve la martingale. Donc pour dire, le compagnon de lutte de l'entrepreneur qui est l'échec, je connais. Donc je me définis vraiment comme quelqu'un qui pense comme un entrepreneur. Et d'ailleurs, j'étais
pour moi, aujourd'hui, on essaie systématiquement de recruter, nous, ce qu'on appelle des intrapreneurs, qui sont des entrepreneurs à l'intérieur aujourd'hui de la société, parce que c'est ceux-là qui permettent de penser outside the box et puis d'orienter réellement vers ce que veut celui qui est roi, finalement, qui est le client. Voilà. Merci. Après cette introduction, pour cadrer les débats, le thème du panel, c'est les enjeux liés au financement des entreprises dans l'espace UEMOA. Est-ce que vous pourriez nous dire en 2 minutes et de façon très succincte, mais la plus concrète, pratique, la plus tangible, quels sont selon vous les 2-3 principaux enjeux lorsqu'il est question de financement des entreprises dans l'UEMOA? Youssouf? Alors, en termes d'enjeux pour le financement, je vais peut-être parler de la Côte d'Ivoire. Je pense que ça sera plus ou moins représentatif de ce qu'on rencontre quand même dans la sous-région de façon globale. Il faut dire qu'aujourd'hui, il y a une problématique qui se pose, c'est la question du type de capital auquel les entrepreneurs recourent. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons beaucoup de personnes avec des business plans qui viennent nous voir pour financer leurs idées. Alors, une banque n'est pas forcément outillée pour le faire, mais le type de capital que donne une banque aux entrepreneurs n'est pas forcément le bon type de capital, parce que lorsqu'on est entrepreneur, dans la vie de l'entreprise, il peut y avoir des moments, des hauts et des bas. Et lorsqu'il y a le bas, par définition, la dette, il faut la rembourser. Il y a des annuités qui sont là. Et donc, on peut avoir un peu de mal à pouvoir passer cette étape-là. Et donc, c'est de trouver le bon niveau de capital, le bon type de capital, j'ai envie de dire, qui permet d'accompagner ces entrepreneurs-là. Donc, notamment des venture capitals, etc., des fonds d'amorçage, qui permettent normalement de pouvoir être beaucoup plus percutants, beaucoup plus pertinents pour une nouvelle entreprise qui se crée. Et donc ça, c'est quelque chose, en tout cas, que nous voyons pas beaucoup ici. La deuxième chose, pour moi, c'est vraiment l'accompagnement. Parce qu'aujourd'hui, il faut dire qu'il y a beaucoup d'initiatives qui ont été lancées, non seulement au niveau de l'État, mais également au niveau des privés, pour financer des porteurs de projets. Mais ce que nous constatons, c'est qu'il y a peu d'accompagnement pour déjà permettre à ces entrepreneurs de mieux formaliser, parce que souvent, en tant qu'entrepreneur, on a de belles idées. Parfois, on pense que c'est ce qui va, excusez-moi, casser la baraque, mais en fait, au contact de la réalité, on se rend compte que ce n'est pas forcément cela. Donc, c'est vraiment, ça peut être aussi le cas, mais c'est d'avoir des gens qui peuvent vous accompagner, et puis, par exemple, comment on appelle ça, des centres d'incubation, etc., ou même des cabinets de conseil. Et ça, c'est vrai que c'est un enjeu aujourd'hui qui est assez important pour permettre aux entrepreneurs qui ont accès à des capitaux pour se lancer. Et puis, il y a la question de la formalisation de façon globale. Parce que qu'est-ce qu'on remarque? C'est que même les entrepreneurs qui ont accès aux fonds pour se lancer n'arrivent pas à avoir le bon niveau de formalisation pour aller beaucoup plus loin et puis prendre l'entreprise pour l'amener à une étape de grande entreprise ou d'entreprise de champions nationaux. Et donc, nous, au niveau de la BNI, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie d'accompagner ces entreprises-là, ces entrepreneurs pour lesquels il y a déjà un bon potentiel pour qu'ils puissent se formaliser, renforcer leurs capitaux, faire en sorte qu'ils puissent avoir une taille et un niveau de formalisation qui permettent de non seulement avoir des financements beaucoup plus importants chez nous, mais également au niveau de la concurrence. Donc, voilà un peu, j'ai envie de résumer en 3 points, pour moi, les principaux enjeux, la question du type de capital, la question de l'accompagnement et puis la question de la formalisation. Merci infiniment. Kadi, toi qui es en banque d'affaires. Oui, exactement. Donc, intermédiaire financier en banque d'affaires et en société de bourse. Je me place au milieu des collecteurs et des investisseurs. Donc pour moi, effectivement, c'est la collecte qui pose un problème parce que nous sommes dans des pays avec des économies suffisamment informelles, avec des taux de bancarisation faibles qui ne permettent pas justement de collecter toute l'épargne qui existe. Et donc nous le voyons avec nos clients qui ont beaucoup de mal, que ce soit les compagnies d'assurance, les caisses de retraite, à collecter la masse importante. Donc c'est vraiment de trouver des solutions qui permettent de réunir toute cette liquidité-là qui est disponible pour financer les entreprises. Le deuxième volet, il est côté investisseur et c'est la sécurisation de l'investissement qui est fait. Donc Youssouf a parlé de la formalisation des entrepreneurs et des entreprises. Ça touche effectivement à
la sécurisation des investissements qui sont faits. Parce qu'un investisseur a besoin d'avoir l'information financière à bonne date, une information financière transparente. Et effectivement, souvent, nous sommes face à des projets et des entrepreneurs qui n'arrivent pas à nous garantir l'information à bonne date, la qualité de l'information, le transfert même de leur projet. Quand je dis transfert, c'est-à-dire de pouvoir l'expliquer, de pouvoir le présenter, et une fois que le projet est en cours, de pouvoir répondre aux garanties demandées. Voilà. Donc c'est essentiellement la collecte et la sécurisation de l'investissement qui est fait. Merci. Je pense que c'est une bonne transition. On parle d'information financière pour avoir le point de vue de Stan sur ces sujets. Alors, je voudrais peut-être d'abord dire que pour moi, il est important qu'on change la narrative quand on parle d'entrepreneuriat et de financement. C'est-à-dire qu'on veut, enfin, un pays se développe avec son secteur privé. Le secteur privé se développe avec des entrepreneurs, donc des entreprises. Mais il ne s'agit pas d'avoir des entreprises. Il faut avoir des entreprises fortes. Nous avons un tissu économique ici en Côte d'Ivoire qui est constitué de 95% de PME, mais qui ne contribue seulement qu'à 20% du produit intérieur brut. Ce que ça veut dire que nous avons des entreprises qui sont faibles. On a parlé ce matin d'entrepreneuriat de survie. Oui, dans beaucoup de cas, c'est de l'entrepreneuriat de survie. Donc ça veut dire que le cadre qui doit être mis en place pour pouvoir avoir des entrepreneurs fiables et forts est très important. Vous avez des entrepreneurs qui créent des entreprises sans savoir ce que c'est qu'une entreprise, sans savoir ce que c'est que conduire un projet d'entreprise. Et ça, c'est extrêmement important parce qu'en réalité, on a des statistiques sur les créations d'entreprises, mais malheureusement, on n'a pas de statistiques sur la survie de ces entreprises-là. Vous pouvez créer 1000 entreprises aujourd'hui et 3 mois après, il vous en reste que 10. Et ça, malheureusement, comme on n'a pas ces statistiques, on a l'impression qu'énormément d'entreprises se créent. Donc, on oublie de voir quel est le réel problème. Kadi a parlé de l'information. Ils n'ont pas l'information, ils n'ont pas la formation pour devenir entrepreneur, parce que c'est une formation, il faut se renseigner. Quand on décide d'entreprendre, on est un champion. Ce n'est pas après qu'on se pose des questions. Toutes les questions, le financement et tout le reste, on se les pose avant de décider d'entreprendre. Maintenant, pour le financement, il est important qu'on arrête d'infantiliser les PME et d'infantiliser même les entreprises. Parce que quand vous avez décidé d'entreprendre, ce n'est pas pour qu'on vous finance. Vous avez décidé d'entreprendre. Quand vous décidez d'entreprendre, c'est pour trouver des marchés. Et ça, c'est peut-être une forme de financement la plus importante d'ailleurs pour un entrepreneur. Je crée une entreprise pour vendre un produit, pour générer du cash. Et le financement va venir quand je rentre dans une logique d'expansion. Mais si je crée une entreprise et je cherche déjà du financement, on a un problème. Et ça, c'est très important. La deuxième chose, c'est quand vous êtes une structure qui est dans une logique d'expansion, il faut comprendre qu'on donne l'argent, on prête l'argent à ceux qui peuvent rembourser. Ce n'est pas de la solidarité, c'est du business. On prête à ceux qui peuvent rembourser. D'où l'importance d'évaluer la qualité de crédit de ces emprunteurs-là. Toutes les banques le font, mais je crois qu'on ne le fait peut-être pas suffisamment. On vous parle de garantie, de fonds de garantie ici, par là. Mais on garantit quoi? Il faut garantir la probabilité de défaut, la probabilité de perte. Donc, avant de mettre un fonds de garantie en place, il faut établir quelle est la qualité de crédit de l'emprunteur. Donc, il y a beaucoup de manquements comme ça dans cette chaîne de création d'entreprises, de valorisation d'entreprises et de renforcement d'entreprises qui font qu'on va continuer à avoir des PME qui ne sont pas solides. On va continuer à parler de garantie, continuer à parler de financement. Mais non, il faut créer un cadre qui permet d'avoir des PME solides. Et là où nous, on intervient justement, c'est expliquer, faire de la pédagogie aux PME pour leur dire, vous devez mériter ce que vous demandez. Donc évidemment, nous faisons des séminaires de pédagogie, mais à la fin de la journée, nous faisons des notations des PME qui, quand justement elles passent cette étape-là, réussissent à accéder à des financements, non seulement accéder à des financements, mais à des conditions qui soient favorables. Parce qu'il ne s'agit pas d'accéder à des financements, mais il s'agit d'accéder à des financements qui vous permettent d'investir et de faire des bénéfices. Merci infiniment, Jean-Luc. Alors, merci, ça me laisse en fait embrayer sur, pour moi, le problème fondamental. Je rejoins tout ce qu'ont dit mes collègues sur la table. Et comme dit, je suis content de ne plus être à la place de Youssouf, par exemple, parce que dans chacun des forums où on se faisait lyncher en disant les banquiers ne prêtent pas, c'est pas possible. En fait, on se rend compte que
on a tendance à résumer l'écosystème du financement à la banque. Et c'est là où on a le problème. Il faut, comme il a dit, du capital amorçage. Je rappelle que le groupe Dangote, il y a 40 ans, était une PME qui a pris un crédit de 3 000 $ auprès de son oncle pour pouvoir lancer l'une des entreprises les plus florissantes du continent. Donc ça veut dire qu'il faut commencer quelque part. Et si on demande à la banque de jouer le rôle que doit jouer le capital amorçage, ben on va pas y arriver. Et donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, j'aime bien, Stan a parlé des taux tout à l'heure, et je dis, la meilleure façon de tuer un écosystème, c'est de demander, allez, les taux sont trop élevés, il faut les baisser, il faut tout faire. Comme il a dit, il gère un risque. Il y a des primes de risque. Une start-up ou une entreprise qui commence a un risque plus élevé que les autres. Ce dont elle a besoin, c'est d'accéder à du capital rapidement. C'est pour ça qu'on a du capital amorçage, parce que sur 10, il y en a 8 qui meurent et 2 qui réussissent, mais avec ces 2-là, on fait une plus-value qui nous rattrape les 10 autres. Si vous prêtez à 8%, 10%, à quel moment vous rattrapez le 80% de défaut de la start-up? Donc c'est dans cet écosystème-là qu'on doit se retrouver. Pour moi, même si vous prenez l'écosystème aujourd'hui de la microfinance, vous allez avoir la nanofinance, qui est la très petite microfinance, qui ne commence pas par les institutions financières, qui commence par le boutiquier du quartier qui vous donne du lait à crédit, qui commence à la commerçante qui donne à son détaillant un certain nombre de choses à crédit. Ensuite, vous allez avoir la microfinance, vous allez monter dans la mésofinance que nous, on pratique, avant d'arriver éventuellement aux banques commerciales, qui elles-mêmes auront les limites quand on passera aux banques de développement. Et puis au-delà, on ira chez les marchés de capitaux pour trouver. Donc il y a tout un écosystème qui doit fonctionner, avec des sociétés de rating qui se mettront en place. Et c'est tout ça qui fait qu'on arrive à sécuriser l'environnement aujourd'hui et à pouvoir donner des crédits justement de façon saine et avec un taux de survie qui soit suffisamment important. Donc je pense que c'est important on a plusieurs langues et il faut le décodeur au milieu. Le décodeur, c'est nos différentes activités qui ne se résument pas à la banque, parce que c'est vrai que la banque est le plus important. Si on prend l'UEMOA, c'est plus de 40 milliards de dollars d'encours de crédit, mais même le private equity, c'était que 2,5 milliards aujourd'hui. Le crowdfunding, crowdlending, alors c'était tout petit. Donc réellement, il faut pouvoir agrandir tout cet écosystème si on veut réellement participer à ce cercle vertueux du développement. Merci beaucoup. Si vous permettez, nous avons à ESP lancé une initiative il y a maintenant 6 ans en partenariat avec des institutions qui visent à apporter des solutions structurelles à cet enjeu du financement des PME qui s'appelle la finance s'engage. Et on s'est rendu compte très rapidement que lorsqu'on parle du financement des PME en Côte d'Ivoire, en Afrique, on parle souvent d'un problème qu'on essaye de résoudre sans l'avoir mesuré. Donc c'est un peu compliqué en fait. Donc ça devient une sorte de thème général. Et on a fait l'exercice avec nos partenaires de mesurer les besoins en financement des PME formelles en Côte d'Ivoire. 3 674 milliards de francs CFA. On parle de 3 674 milliards de francs CFA, dont un tiers sont des besoins en CAPEX. Donc des besoins, on va dire, à relativement long terme. À côté de ça, je voulais juste rebondir sur un point que tu as fait, Jean-Luc, concernant, je pense, Stan. C'était certaines des hypothèses que l'on pose sur le financement ou pas des PME et le niveau de structuration des PME. On s'est rendu compte que, donc on fait ces exercices dans pas mal de pays à travers le continent, on demande aux PME, avez-vous besoin de financement? Clairement, la réponse est, si vous demandez à des PME s'ils ont besoin de financement, en général, oui, on tourne autour de 90%. On leur demande s'ils ont fait la démarche de se tourner vers des institutions financières. Seuls un tiers des entreprises qui ont besoin de financement formel font la démarche de se rapprocher d'institutions financières. Par contre, 50% de ces entreprises reçoivent le financement. Donc, c'est des données en fait, qui nous ont permis de comprendre que des fois, il faut aller un peu au-delà des hypothèses qu'on peut avoir sur le marché. Mais je voulais surtout revenir sur ce chiffre de 3 674 milliards de besoins. Donc, on a demandé à côté, dans le cadre de la finance s'engage, aux institutions financières de tout ordre, y compris le financement alternatif, les partenaires, de prendre des engagements publics devant les PAIRS. Donc, on a la demande, on regarde l'offre et on essaie de combler le gap. Les ressources que les banques ont, je parle des banques exclusivement en Côte d'Ivoire, ne couvrent qu'un tiers de ces besoins-là. Donc même si on arrivait à les déployer de manière efficace à 100%, et c'est un gros si, on ne couvrirait qu'un tiers des besoins. Donc j'allais poser une question, mais je pense que vous me voyez venir. Sommes-nous tous collectivement, le thème de ce forum qui nous réunit, c'est l'audace, sommes-nous tous suffisamment audacieux lorsqu'on parle des enjeux du financement des entreprises et des PME en particulier? Donc je souhaiterais avoir votre opinion là-dessus déjà de manière générale, collectivement, et ensuite pour les institutions que vous représentez. Qu'est-ce que vous faites?
commence, oui. Alors, mon tempérament me fait dire non, et ça c'est très personnel. Nous ne sommes pas suffisamment audacieux, simplement parce qu'en ce qui me concerne, et pour Hudson, donc Hudson et compagnie, dont je suis l'associé gérant et le directeur général, nous sommes sur des financements long terme. Normalement, le marché des capitaux devrait pouvoir apporter des financements à long terme aux entrepreneurs qui, malheureusement, souvent ne savent pas combien d'années ils ont besoin de maturité pour un financement. Mais bon, on les accompagne sur ça également. Pourquoi je dis non? C'est parce que nous avons aujourd'hui un outil efficace qui est la digitalisation et qui devrait nous permettre de sécuriser certains des produits que nous structurons. Malheureusement, nous ne l'appliquons pas suffisamment, nous n'utilisons pas suffisamment d'outils digitaux parce que les infrastructures parfois ne nous le permettent pas. Je veux dire, quand je parle de l'Internet, quand je parle même il y a des téléphones partout, mais des applications qui existent ont besoin d'être robustes, d'être disponibles. Et on en parlait tout à l'heure avec Jean-Luc. Il faut vraiment que nous étoffions un peu plus ces capacités-là pour nous permettre d'atteindre un plus large nombre d'investisseurs et collecter l'épargne, pas seulement auprès de nos institutionnels habituels, mais auprès de la population en grande masse. Et aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas dans le marché des capitaux, en tout cas en ce qui concerne la zone UMOA. Nous avons une bourse régionale, mais nous avons encore beaucoup de femmes dans les marchés qui ne savent même pas ce que c'est. Ce n'est qu'un marché. Et on complique tellement les choses qu'elles ont l'impression que c'est sophistiqué, mais ce n'est qu'un marché. Mes actions, c'est des tomates. Et je peux les vendre comme des tomates. Et je peux lui dire, effectivement, cette tomate-là, elle va vous donner, parce que c'est des actions de rendement, des dividendes, mais peut-être qu'il y a une année où ça ne va pas bien marcher. Et elle le sait, parce que quand elle vend des tomates, elle sait très bien que son producteur, son fournisseur, a des périodes où ça fonctionne moins bien. Donc l'audace vient de simplifier un peu les choses. Et la digitalisation a démontré que ce soit pour le smartphone, qu'on peut atteindre nos populations qui sont mobiles, qui ne sont pas forcément adressées, mais qu'on peut y arriver. Et ça serait ça, en fait. Voilà. Merci. Donc ça, la question, c'est de savoir si on est suffisamment audacieux collectivement et aussi notre part de responsabilité dans qu'est-ce que vous faites de bien, vous faites de grandes choses et de belles choses, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux, de plus? Ok, bon, je pense que je suis suffisamment audacieux. Peut-être pas les autorités des pays africains qui, à mon sens, il est important qu'ils aient l'audace d'accepter leur faiblesse, la faiblesse structurelle de leurs économies et de travailler sur des réformes pour justement structurer suffisamment bien leurs économies pour avoir de l'épargne, comme Kadi disait, avoir des marchés qui soient plus profonds. Parce que quand vous regardez les besoins, on a l'impression qu'ils sont colossaux, mais l'épargne de l'Afrique peut financer les économies de l'Afrique. Si nous commençons à faire des réformes qui permettent d'éliminer les barrières, parce que là déjà on parle de profondeur de marché. Quand vous êtes une structure en Côte d'Ivoire et que vous ne pouvez qu'emprunter en Côte d'Ivoire pendant qu'il y a 54 pays en Afrique, c'est une limitation de vos possibilités d'emprunt. Donc des réformes qui permettraient d'élargir ce marché des capitaux en Afrique, avec le minimum de barrières possibles. En Afrique, les monnaies ne sont pas convertibles entre elles. Donc évidemment, vous voulez faire un paiement au Ghana, vous passez par l'euro ou par le dollar. Donc je veux dire, baisser toutes ces barrières, créer des systèmes qui permettent justement le cross-border borrowing pour avoir des marchés beaucoup plus importants, encourager l'épargne par l'innovation, par la pédagogie et aussi par justement créer des instruments qui permettraient de susciter l'engouement des investisseurs, que ce soit institutionnels, que ce soit des personnes physiques. Mais je crois que cette audace-là le secteur privé africain ose, mais sauf que ce sont les autorités publiques qui créent le cadre. Le secteur privé ne peut pas créer le cadre, le secteur privé va délivrer sur le cadre créé. Donc il faut un cadre formel qui soit suffisamment audacieux et suffisamment équilibré pour pouvoir justement permettre au secteur privé de créer de la richesse et de créer de la valeur. Et dernièrement, il faut que nos États osent transformer leurs économies. On en parle, tout le monde le sait, ça fait 60 ans qu'ils en parlent, mais personne n'ose vraiment sauter le pas de la transformation. Je pense que cette
pandémie nous a bien montré les limites de la résilience de certaines économies, même avec des taux d'intérêt, avec des taux de croissance très élevés. Ce choc a montré la limite et la faiblesse des résiliences. Donc il est important aujourd'hui de rentrer dans un nouveau paradigme économique et changer la structure des économies telles que nous les avons. Merci infiniment. Je vais te demander de rester sur cette pensée. On reviendra dessus en conclusion pour savoir concrètement changer de paradigme, qu'est-ce que ça implique et qu'est-ce qu'on attend les uns des autres. Jean-Luc? Oui, alors moi, ce que je peux dire, c'est que ça rejoint un peu ce qui a été dit. Il faut réellement qu'on change, comme on dit, de façon de penser. Les façons de penser sont encore beaucoup trop classiques. Et la bonne façon de changer, c'est de mettre énormément d'entrepreneurs à des postes décisionnels là où on doit prendre les décisions. Sinon, on ne va pas y arriver. Ça, c'est un appel à l'ensemble de nos partenaires qui sont là aujourd'hui. Si on continue de penser comme par le passé, on n'y arrivera pas. Moi, je me souviens, au forum de Kigali, il y a 4 ans, des PME, on a tous poussé pour avoir une institution financière qui soit dédiée aux femmes. J'ai dit, écoutez, si on trouve, moi j'ai horreur de ces forums où on vient, on fait les beaux et on repart. J'ai dit, si on trouve une institution, on prend le pari. On a trouvé une institution ici en Côte d'Ivoire qui était en quasi-faillite. On l'a rachetée, on l'a capitalisée, on allait revoir les mêmes bailleurs. C'est-à-dire tous ceux qui nous disaient, il faut y aller, c'est bon. On dit, ah tiens, ben, il n'y a pas assez de fonds propres. Ah tiens, elle n'est pas encore développée. On dit, mais attendez, c'est bien pour ça qu'on a décidé d'aller faire quelque chose à impact. 3 ans après, maintenant que la mariée est belle, du coup, tout le monde vient. Mais on aurait pu mourir 10 fois avant. C'est pour dire que le logiciel lui-même doit nécessairement changer. S'il ne change pas, ben, on n'arrivera pas à opérer la transformation qu'on veut mettre en place. Merci infiniment. Si tu permets, ça me rappelle une anecdote. On était engagé dans un processus de levée de fonds il y a quelques années sur des sujets de financement de fonds PME. Et on avait des conversations, des expériences assez similaires où fondamentalement on parle tous à l'investisseur catalyseur ou catalytique qui attend le catalyseur. Donc en final, on tourne en rond, tout le monde a envie de faire quelque chose de disruptif, mais on attend que les autres le fassent. Et puis bon, au final, c'est exactement le partage de l'expérience qui a été la nôtre, de vouloir régler des problèmes différents avec des anciennes recettes. Donc je me permets d'abuser de mon position de facilitateur pour appuyer ton propos. Youssouf? Tu as bien raison. Alors, moi, il y a 3 choses que je voulais dire. La première chose, c'est au niveau des autorités qui doivent normalement être plus audacieux sur 2 choses. Sur l'environnement fiscal, pour inciter non seulement l'éclosion d'un certain nombre d'activités, en ce qui concerne notamment un certain type de fonds, les fonds d'amorçage, etc., pour faciliter leur activité. Je pense que c'est important, mais également l'activité des entrepreneurs, parce qu'aujourd'hui, la question dès qu'on crée son entreprise, est-ce que la fiscalité est suffisamment accommodante, suffisamment souple pour pouvoir permettre de passer les premiers caps? Je pense que ça, c'est important. Mais également sur la question des marchés publics et des délais de paiement. Je crois que ça, c'est un sujet vaste, un sujet extrêmement important. Si les autorités veulent également que les institutions puissent accompagner ces entreprises-là qui ont des fonds publics, qui ont des marchés publics, il est important qu'il y ait des réformes vraiment en profondeur sur les délais de paiement, mais également faire en sorte qu'il y ait beaucoup d'entrepreneurs qui puissent accéder à la commande publique, puisque nous sommes dans un environnement où l'État est un gros prescripteur et l'État est, j'ai envie de dire même le principal pourvoyeur de marché. Donc je pense que ça c'est extrêmement important. Alors en ce qui concerne maintenant, nous au niveau de la BNI, je pense que nous faisons quand même beaucoup de choses en ce qui concerne le développement de l'entrepreneuriat, parce que je peux donner des dizaines d'exemples où nous avons travaillé avec des entrepreneurs locaux qui n'avaient absolument aucune expérience. Alors, en tout cas, ils avaient le savoir-faire, mais ils n'avaient pas encore de passé. Et nous leur avons donné leur chance. Nous avons investi souvent même dans leurs projets. Nous payons leurs factures en avance pour justement leur permettre de pouvoir se développer. Et comme ça, nous avons toute notre, notre banque digitale, notre système de banque digitale. C'est fait par des PME, pas une PME locale. Notre plateforme monétique, c'est fait par une PME locale. Récemment, nous avons lancé notre processus d'affacturage digitalisé. C'est fait par une plateforme, par une PME locale, etc., etc. Nous avons comme ça des dizaines et des dizaines d'exemples où nous avons permis aux entrepreneurs locaux de pouvoir vraiment s'épanouir et faire en sorte de développer leur savoir-faire avec des cas concrets qu'ils peuvent revendre par ailleurs. Donc voilà un peu ce que nous faisons. Nous osons, en tout cas au niveau de la BNI, non seulement en mettant en place des produits, puisque je parle d'affacturage, pas de facilitation d'un certain nombre de choses, mais également leur donner la possibilité de pouvoir travailler.
Merci infiniment. Peut-être pour le mot de la fin, Youssouf, et on terminera dans l'ordre. Et pour te pousser un peu dans cette logique, qu'est-ce que la BNI pourrait faire d'encore plus audacieux pour financer davantage les PME en particulier? Alors, c'est une bonne question. En tout cas, nous continuons à travailler au quotidien pour faire en sorte que les PME qui viennent nous solliciter puissent avoir un certain nombre de, comment dire, on les accompagne déjà pour leur permettre d'avoir des modèles économiques qui soient plus pertinents parce que nous avons l'avantage d'avoir beaucoup d'expérience. En fait, en tout cas, beaucoup d'expérience en termes de, on voit beaucoup de cas passer. Donc, lorsqu'on reçoit les entrepreneurs, nous leur disons, nous essayons de les orienter, les aiguiller, et puis nous mettons en place des produits qui ne soient pas forcément basés uniquement sur le bilan, mais également sur des aspects transactionnels. Et nous allons continuer également à travailler avec des PME locales pour les développer et puis faire en sorte qu'ils puissent avoir leur chance. Merci beaucoup. Avant que le DJ commence à monter le volume, je vois qu'il nous talonne. On va peut-être, Jean-Luc, te laisser le mot de la fin aussi et terminer avec Juste, Stan. peut-être rapidement comme mot de la fin, à la limite, moi, ce serait un call to action. On a nos partenaires qui sont là, BPI, Proparco, les différentes personnes. Je dirais, vous avez une opportunité formidable à saisir en essayant de faire les choses un peu plus, un peu mieux, différemment. Aujourd'hui, la Chine, en 85, c'était Tidjane Thiam qui disait ça, 600 milliards de dollars de PIB. Aujourd'hui, c'est 16 000 milliards de dollars de PIB. L'Afrique, dans la même période, c'était 600 milliards de dollars de PIB. Aujourd'hui, c'est 2500 milliards. Ça veut dire qu'en une génération, l'Afrique a cru de façon à absorber le PIB de la France. Donc, qu'on le veuille ou non, de manière inéluctable, il y a une marche qui est en cours. Et il faut pouvoir s'associer à cette marche. Et étant donné la proximité qu'on a sur beaucoup de choses culturelles, linguistiques, etc., ce serait bien d'appuyer dessus pour qu'on puisse bâtir des choses ensemble parce qu'il y a une longueur d'avance, il faut en profiter et pas se laisser rattraper. Voilà mon call. Ouais. Merci beaucoup. Stan? Alors moi, ce sera certainement l'action que devra continuer à mener Bloomfield pour crédibiliser nos PME. Et je crois qu'on fait énormément d'actions pour montrer aux PME qu'il est important d'avoir un certain niveau de crédibilité pour chercher à accéder à des financements, mais surtout à des financements dans de bonnes conditions, parce que c'est ça le plus important. Il ne suffit pas juste d'accéder, mais d'accéder à de bonnes conditions. Donc nous rentrons vraiment dans une logique de pédagogie, et je crois que dans cette logique-là, ce serait bien qu'on crée un écosystème entre banques, mésofinance, SGI, pour pouvoir justement créer ce package de pédagogie-là, pour tirer les PME vers le haut, parce qu'il nous faut des PME solides, pas juste des PME. Merci. Je dirais rapidement, j'ai parlé de digitalisation tout à l'heure, et c'est de ça qu'il s'agit chez nous. Faciliter la souscription aux investisseurs sur des produits des marchés des capitaux. Mais nous avons également pris le premier agrément de listing sponsor sur la zone UEMOA pour justement accompagner les entrepreneurs et les PME pour se faire coter sur le 3e compartiment de la bourse qui a des conditions plus facile pour lever le financement. Donc voilà ce que nous faisons. Kadi, je veux juste étendre, je ne pense pas que tout le monde sache de quoi est-ce qu'on parle lorsqu'on parle du 3e compartiment. Le 3e compartiment de la BRVM, c'est un compartiment pour les PME. Et pour se faire coter sur ce compartiment-là et lever des fonds, que ce soit obligataire également, il y a des conditions plus souples. Mais il faut se faire accompagner par un listing sponsor. Et nous avons investi des ressources pour pouvoir justement accompagner les entrepreneurs à utiliser ce compartiment-là. Voilà. Voilà, un grand merci à tous en espérant que ça a été aussi utile pour vous que pour moi. Merci.